Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième rendez-vous de CDR pour un entretien qui va être particulièrement intéressant, j'en doute pas, avec Raphaël Prado, qui est porte-parole d'Attaque France, professeur de sciences économiques et membre du conseil d'administration d'Attaque France au passage. Raphaël, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai fait une rapide présentation de qui tu étais en tant que porte-parole d'Attaque France. Est-ce que tu veux, toi, te présenter un peu, puis surtout parler d'Attaque, faire un petit historique, parce que c'est une association qui œuvre depuis un certain nombre d'années. Enfin, moi, je l'ai rencontré au début des années 2003, au début des années 2000, en 2003-2004. Je te laisse faire un petit historique et ce que tu veux. Ok, merci pour l'invitation et ravi d'être là et échanger avec vous. Attaque, c'est une association effectivement qui est née en 1998. Au départ, c'est un éditorial dans le monde diplomatique donc c'était une période en fait de forte spéculation sur les monnaies et c'était un éditorial qui proposait de désarmer les marchés en mettant un grain de sable dans la spéculation et ce grain de sable, c'était la taxe Tobin. Donc, c'est-à-dire taxer les transactions financières. Ça peut paraître dérisoire, mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui sont euh, les spéculateurs, on va dire, font énormément d'opérations et du coup, si on met une taxe même faible, ça est censé décourager la spéculation. Attaque s'est créé là-dessus et le premier sigle, c'était Association pour la taxe Tobin et pour l'aide aux citoyens. Alors depuis, on a évolué, y compris le sigle a changé. C'est Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne et surtout, Attaque a progressivement élargi ses champs d'intervention parce que très rapidement, on s'est rendu compte que pour pouvoir instaurer une taxation des transactions financières, il fallait lever un certain nombre d'obstacles et, par exemple, on va en parler aujourd'hui, l'existence de paradis fiscaux qui sont toujours des véritables trous noirs de la finance mondiale. Et c'est vrai que si on veut prendre des mesures de régulation, il faut s'attaquer à ces paradis fiscaux. Bon, après, est intervenu et intervient encore aujourd'hui sur beaucoup d'autres champs. C'est une association qui se définit comme altermondialiste. À la fin des années 90, c'est la création du mouvement intermondialiste, c'est les manifestations à Seattle au moment du sommet de l'OMC, c'est en France, par exemple, le procès de José Bové et de ses camarades de la Confédération paysanne à Millau en 2000, quand ils avaient démonté un McDonald's pour protester déjà contre l'OMC. C'est effectivement tout au début des années 2000 la grande époque des contre-sommets qui va avoir, on va dire, son apogée au moment de Gênes. On vient de fêter l'anniversaire tragique des 20 ans du contre-sommet de Gênes qui avait donné lieu à une répression féroce du gouvernement de Berlusconi avec notamment la mort d'un jeune manifestant, Carlo Giuliani. Ça, couplé avec le 11 septembre, ça a un petit peu été un moment charnière dans le mouvement intermondialiste où en fait il y avait d'énormes contre-sommets qui se passaient là où les puissances se réunissaient, là où le G7 se réunissait, là où le FMI, l'OMC ou la Banque mondiale se réunissaient et progressivement les puissants ont commencé on va dire, à faire des sommets de plus en plus cachés, de plus en plus inaccessibles pour éviter d'avoir cette image terrible de la contestation populaire et eux barricadés derrière des dizaines de milliers de policiers, quoi. Alors ensuite, Attaque, si on retrace les grandes lignes, on peut dire Attaque a joué un rôle important en 2005 dans la campagne pour le non à la Constitution européenne, au traité constitutionnel européen. Euh, et puis on a continué à s'impliquer dans un certain nombre de mouvements et Attaque aussi a joué un rôle et continue à jouer un rôle très important de convergence des luttes, de faire en sorte que différentes organisations qui ne se parlaient pas forcément jusqu'ici agissent ensemble. Et ça s'est traduit par exemple récemment par la création d'un collectif qui pour moi incarne vraiment l'esprit de l'intermondialisme, qui est le collectif Plus Jamais Ça, où en fait, à l'initiative d'Attaque, on a mis autour de la table des syndicats comme la CGT, la FSU, Solidaire ou la Confédération paysanne, des associations écologistes comme Greenpeace ou les Amis de la Terre, et puis des associations comme Attaque ou comme Oxfam qui sont plus mobilisées, on va dire, contre les inégalités et pour la justice sociale. Et ça, c'est très important parce que finalement, nos adversaires opposent souvent finalement les revendications sociales avec les revendications écologistes. Et il est très important de montrer que les deux ne s'opposent pas et qu'au contraire, si on veut faire une réelle bifurcation écologique, ça se fait pas au détriment de l'emploi. Au contraire, ça serait créateur d'emplois. Donc voilà, ça c'est un des champs d'intervention. Et puis pour moi, ce qui me concerne plus mon engagement dans l'attaque, moi je me suis particulièrement investi contre l'évasion fiscale, pour la justice fiscale d'une manière générale. Et c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a marqué dans ce quinquennat
le sentiment de ras-le-bol, non pas le ras-le-bol fiscal comme on veut nous le faire croire, c'est-à-dire un sentiment de oh, il y aurait trop d'impôts, mais au contraire un ras-le-bol de l'injustice fiscale, le sentiment qui est fort justifié que les plus riches et les plus grandes entreprises échappent à l'impôt, alors que pendant ce temps-là, on augmente sans cesse les impôts sur les consommateurs. Hein. C'était le cas avec la taxation sur les carburants, mais c'est le cas plus généralement avec cette TVA qui est un impôt injuste et qui occupe une place de plus en plus importante. Voilà, je ne vais pas développer plus, on pourrait passer longtemps sur les différents combats que mène Attac, mais voilà, c'est une association intermondialiste qui se veut à la fois féministe, écologiste, luttant pour la justice fiscale, sociale et environnementale. Avant d'aller vers l'actu un peu plus chaude avec les Pandora Papers, qu'on est obligé d'évoquer parce qu'on est en plein dans le sujet, juste pour te dire que là, il y aura un petit volet politique. Tu as évoqué les gilets jaunes, évidemment, c'est une question qui va venir sur le tapis, d'autant plus que là, on arrive à une période où on est aux 3 ans du mouvement bientôt. On sent une résurgence monter là, ces derniers jours, c'est vraiment en ce moment, et donc on en parlera avec grand plaisir. Et j'en profite en même temps pour te présenter notre voix. Alors, on a une voix qui se cache, on a une voix sans visage, mais une voix très sympathique qui est avec nous. Est-ce que tu es là, Gaëlle? Bonjour, oui, je suis là. Gaëlle interviendra pendant notre échange quand elle veut pour creuser des questions et pour d'éventuelles relances. Voilà. Donc, je sais pas, on peut commencer avec les Pandora Papers parce que c'est quand même une actu, voilà, particulièrement marquante concernant l'évasion fiscale. Et alors, en même temps que je vais te demander évidemment ton avis, la position d'Attac, ce que vous en dites, ce que vous en pensez, pourquoi on en est arrivé là, alors qu'il y avait déjà eu les Panama Papers il y a quelques années, on a l'impression que rien n'a changé, c'est toujours pareil. Déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le chiffre, parce que le chiffre de 11 300 milliards a été remis en cause. Et on ne sait plus trop où on en est. Alors, est-ce que le chiffre vient des Pandora Papers eux-mêmes, ou alors est-ce que c'est une interprétation erronée? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et puis, est-ce qu'il y a une vérité vraiment numérique, mathématique, chiffrée qu'on peut poser sur la table et dire voilà le montant et de temps d'évasion fiscale? Alors moi, de ce que j'ai compris, ça c'est pas un chiffre qui vient effectivement des Pandora Papers, c'était une estimation qui existait avant et qui a été remise, on va dire, sur le devant de la scène à cette occasion-là. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, le problème par définition, on ne connaît que la face émergée de l'iceberg et du coup, on est obligé de faire des estimations. Et puis j'ai envie de dire une autre chose, c'est que de toute façon, personne, ni vous ni moi, on est capable de comprendre ce que c'est que 11 300 milliards de dollars ou même les montants qu'on évoque en France, par exemple, souvent on estime le manque à gagner pour l'État français lié à l'évasion fiscale et à la fraude fiscale, il est estimé entre 80 et 100 milliards d'euros. C'est Solidaire Finances Publiques qui fait cette estimation. Solidaire Finances Publiques, c'est le premier syndicat des finances publiques qui sont bien placés pour savoir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on reste dans une estimation et une fourchette, il y a un économiste britannique, par exemple, qui avait estimé que c'était 118 milliards d'euros pour la France. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fourchette, en fait, elle ne cesse d'augmenter. Solidaire Finances Publiques, il y a quelques années, parlait de 60 à 80 milliards d'évasion fiscale. Là, maintenant, ils estiment plutôt 80 à 100 milliards et honnêtement, je ne serais pas surpris qu'ils revoient cette estimation à la hausse parce que, effectivement, ça a été dit, rien n'a été fait ou en tout cas, pas grand-chose a été fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Tu as parlé des Panama Papers, mais en fait, on pourrait faire une liste vraiment très, très longue de scandales qui se sont multipliés depuis plus de 10 ans. Euh, les LuxLeaks, les BahamaLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Alors, je voudrais revenir sur les Paradise Papers parce que c'était le dernier gros scandale qu'il y avait eu en 2017. Et 2017, il ne vous a pas échappé qu'en France, c'était l'élection d'Emmanuel Macron. Quand Macron est arrivé au pouvoir, clairement, dans son programme, il n'y avait presque rien sur l'évasion fiscale. Il n'en parlait pas. C'était un angle mort. Moi, je me rappelle à l'époque, on menait campagne avec d'autres associations, avec les faucheurs de chaises. On allait piquer des chaises dans les banques qui pratiquaient l'évasion fiscale pour essayer de faire en sorte que ce débat, justement, soit présent. Tous les candidats de gauche s'étaient positionnés contre l'évasion fiscale et Macron, lui, clairement, il n'en disait pas grand-chose et on sentait que ce n'était pas sa priorité. Et puis, il y a eu les Paradise Papers qui sont arrivés. Les Paradise Papers, c'était la révélation que l'évasion fiscale des plus riches et des multinationales est systématique. Et il y avait notamment un grand nombre de multinationales, parmi les plus importantes, qui étaient mouillées là-dedans.
Là, qu'on avait notamment à ce moment-là mené campagne contre Apple, qui était la plus grande capitalisation boursière et qui était épinglé pour des montages fiscaux qui lui permettaient de déclarer ses revenus en Irlande. Et puis après, ça arrivait à Jersey où le taux d'imposition était de 0%. Et puis, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu une forte pression populaire, il y avait une forte enfin, mécontentement. Il y avait, par exemple, le gouvernement islandais qui avait chuté parce que des membres du gouvernement étaient impliqués dans ce scandale. Et il y avait eu effectivement un semblant de volonté de lutter contre l'évasion fiscale. En tout cas, on nous disait, la lutte contre l'évasion fiscale va être une priorité du quinquennat. Bon, ben, on est 5 ans après, enfin 4 ans après, et là, on arrive avec un nouveau scandale, les Pandora Papers, qui montre à nouveau que l'évasion fiscale, elle est systématique. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas le volet multinational. C'est pas une enquête qui a été menée sur comment les entreprises échappent à l'impôt. Ça reste sur des particuliers. Mais ce qui est frappant, c'est de constater que, eh bien, partout sur la planète, des très riches, mais aussi des puissants au sens politique du terme, échappent à l'impôt. Et c'est ça, certainement, moi, je trouve, qui est le plus marquant, c'est qu'on savait très bien que les plus riches échappaient à l'impôt en recourant aux services de banques, de cabinets d'affaires qui leur permettent de déclarer leurs revenus dans des paradis fiscaux. Mais là, il y a des noms très importants qui sont sortis, comme Dominique Strauss-Kahn, comme Tony Blair, comme le roi de Jordanie, comme le Premier ministre tchèque, qui montrent qu'en fait, ceux qui sont censés lutter contre l'évasion fiscale, ceux qui sont aux commandes à la tête d'État qui perdent des recettes publiques à cause de l'évasion fiscale, et ben ces mêmes personnes-là, en fait, très souvent, ont eux-mêmes des avoirs dans les paradis fiscaux. Donc évidemment, ça fait sourire jaune quand on repense, par exemple, aux déclarations de Tony Blair ou de Dominique Strauss-Kahn nous expliquant que l'évasion fiscale était un fléau, qu'il fallait lutter contre cela. Et c'est vrai que si je reviens sur la France, il n'y a pas eu de, il y a pas eu, il y a 600 personnes qui sont impliquées, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de noms qui sont sortis. Mais on a eu, par exemple, un député LREM qui nous a expliqué qu'à l'insu de son plein gré, il détenait 25% d'une société aux Seychelles, quoi. Alors, Ah, ce qui ce est sont des intéressant, choses c'est qui que arrivent, hein, tu sais. oui, bah, c'est vrai que moi aussi, je suis peut-être propriétaire d'entreprise sans le savoir, Tout à fait. mais effectivement, à l'insu de son plein gré, il n'était pas au courant, le pauvre bonhomme. Et c'est vrai que c'est frappant de voir, du coup, de faire un bilan de la lutte contre l'évasion fiscale qui a été faite ces dernières années. Euh, il y a un outil qui a été pensé, présenté comme une réponse à ça, c'est une liste des paradis fiscaux. L'Union européenne a fait une liste des paradis fiscaux et la France lui a emboîté le pas. Et c'est quand même incroyable de se rendre compte que la plupart des paradis fiscaux n'en font pas partie. Il n'y a aucun paradis fiscal européen, c'est bien connu. Si les entreprises déclarent leurs revenus au Luxembourg ou en Irlande, c'est pas du tout pour leurs avantages fiscaux, hein, c'est simplement pour la météo ou la taille du marché luxembourgeois. Et La donc voilà, déjà par gastronomie aussi, ouais. définition, on écarte tous les pays européens. Malte n'est pas un paradis fiscal, Chypre n'est pas un paradis fiscal. Donc ça, on comprend très bien que l'Union européenne ne va pas reconnaître officiellement qu'elle abrite des paradis fiscaux en son sein et que la concurrence fiscale fait rage au sein de l'Union européenne. Mais on a aussi, quand on regarde les principaux paradis fiscaux mondiaux, la plupart n'en font pas partie. Et on voit aussi que c'est un rapport de force politique en réalité. Ceux qui sont pointés dans cette liste, ce sont souvent des confettis qui ne pèsent rien dans la finance mondiale. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est enfin, je préfère en rigoler, hein, parce qu'en réalité, ça m'énerve, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le hasard des calendriers a fait que les ministres des Finances de l'Union européenne se sont réunis quelques jours après la révélation des Pandora Papers et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de sortir de cette liste noire qui était déjà indigente, qui était déjà ridicule et qui était pas crédible, pour reprendre un terme de Bruno Le Maire qui disait en 2017 il fallait une liste crédible, elle n'avait rien de crédible. Et là, ils ont trouvé quand même le moyen d'enlever un certain nombre de paradis fiscaux, notamment les Seychelles, alors que les Seychelles sont au cœur du scandale des Pandora Papers. Et là, ça permet de se rendre compte qu'en fait, pour sortir de cette liste noire, il suffit qu'un pays dise OK, c'est bon, je m'engage à réfléchir avec vous pour plus de transparence, et hop, ils ne sont plus dans la liste noire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2009, Nicolas Sarkozy, dans son style modeste habituel, avait annoncé triomphalement qu'il avait mis fin aux paradis fiscaux. Et là, en fait, on est en train de nous rejouer un petit peu le même coup avec le projet qui est en cours de finalisation à l'OCDE et dans le cadre du G20 sur une taxation des multinationales. J'aimerais y revenir quelques minutes parce que ça va être au cœur de la campagne électorale. Vous allez voir que quand on va attaquer Macron sur son non-bilan, sur sa non-lutte contre l'évasion fiscale, il va nous répondre, mais si, on a fait des accords, on a fait cet accord-là, la France a été moteur pour arriver à cet accord. Alors, en quoi consiste cet accord? Il consiste notamment à mettre un taux d'imposition minimal sur les multinationales de 15%.
15%, il faut savoir que c'est très peu. Dans les années 80, la plupart des pays développés avaient un taux autour de 40%. En France, on était au-dessus de 45% encore jusqu'en 1986. Et puis, il y a eu cette course vers le bas où toutes les grandes puissances ont baissé progressivement l'impôt sur les sociétés. Il faut bien comprendre que ça veut dire que du coup, les entreprises les plus rentables, puisque l'impôt sur les sociétés ne porte que sur les profits, les entreprises les plus rentables ont de plus en plus échappé à l'impôt. Et du coup, pour mettre fin à cette course vers le bas, on nous dit, eh ben, on va trouver un moyen, on va mettre un taux minimum d'imposition à 15%. Alors, il faut savoir que la France, elle défendait un taux à 12,5%, qui est le taux de l'Irlande. Donc, en fait, l'Irlande, qui est le principal paradis fiscal européen avec le taux d'imposition le plus faible de l'Union européenne, eh bien, la France proposait ça comme taux. Finalement, ça a été 15%, mais il faut savoir déjà que la France, du coup, n'a pas été moteur là-dessus. Mais en plus, euh, il faut bien comprendre que cet accord est une fausse bonne idée. En réalité, Macron a fait un tweet triomphateur en nous disant, un peu comme Sarkozy, c'est bon, à partir de maintenant, les multinationales vont payer leur juste part d'impôts. En réalité, je ne vais pas être trop long, mais quand même quelques remarques là-dessus. 15%, c'est beaucoup moins que ce que payent les PME. Comme le dit l'économiste Thomas Piketty, c'est comme si on avait instauré un droit de frauder pour les multinationales. Jusque-là, c'était en illégalité. Là, on leur dit, OK, c'est bon, maintenant c'est légal. Tu payes 15% et tout le monde est content. Sauf que le taux d'imposition société en France, il était de 33,3% au début du quinquennat Macron, il sera de 25% à la fin. Mais du coup, 15%, on est quand même bien en dessous. Et du coup, ça nous fait craindre quelque chose et qui est, c'est pas seulement Attaque qui le dit, tous ceux qui luttent contre l'évasion fiscale le disent en France. Vous pensez à Oxfam, par exemple, au CCLD Terre Solidaire ou aux économistes de l'ICRIC. Il y a notamment Piketty, Zuckman ou Stiglitz, qui sont vraiment des grands économistes réputés mondialement et qui disent exactement la même chose que nous. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce taux de 15% qui est présenté comme un taux plancher, on n'est pas censé aller en dessous. Grâce à ça, plus personne ne sera en dessous de 15%. Et bien, on craint bien que ça devienne un taux plafond, c'est-à-dire que pour tous les États comme la France qui ont un taux d'imposition supérieur à ce 15%, il va y avoir une forte pression dans les prochains temps pour nous dire il faut baisser ce taux, il faut qu'on se rapproche de 15%. Et le diable se cache dans les détails. Vous vous rappelez peut-être qu'au début, on nous a dit oh oui, c'est un accord historique, on s'est mis d'accord pour un taux d'au moins 15% sur les multinationales. Et depuis la semaine dernière, il y avait une réunion de l'OCDE qui a avancé là-dessus pour avoir l'accord de pays comme l'Irlande qui puisse signer cet accord. Eh bien, on a dealé avec eux non seulement que ça ne sera pas au moins 15%, mais ça sera 15%, sous-entendu circuler après, on ne va pas remonter. Mais en plus, il y a un certain nombre d'exemptions qui fait qu'en réalité, même ce taux de 15%, c'est un taux qui ne sera pas effectif. On officialise une espèce de concurrence déloyale avec les grandes entreprises multinationales qui peuvent, en utilisant leurs filiales, en déclarant leurs bénéfices dans des filiales dans les paradis fiscaux, eh bien, payer ce taux de 15%. Et quand on voit les recettes qui sont annoncées, elles sont absolument insuffisantes. Alors, je ne vais pas dire ridicules parce que, évidemment, par exemple, on parle de 4 milliards d'euros pour la France, c'est mieux que rien. Mais en réalité, les montants annoncés sont très faibles. Hein. Il y a une étude qui a été faite cet été par des économistes qui montre qu'en France, il y a 26% des recettes de l'impôt sur les sociétés, donc plus du quart des recettes de l'impôt sur les sociétés qui s'évadent tous les ans. C'est-à-dire en fait qui ne rentrent pas dans les caisses à cause de l'évasion fiscale des multinationales. Et ça représente 13,1 milliards d'euros. Et là, on nous dit on va en récupérer 4 milliards. C'est mieux que rien, certes. Ça montre qu'avec un peu de volonté politique, on peut faire des avancées, mais ça reste très insuffisant. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder les réactions des principales multinationales qui ne sont pas en train d'hurler au scandale et qui sont plutôt en train de dire qu'elles se félicitent de cet accord. Face à la multiplication de scandales, face à la pression de l'opinion publique, eh bien, on a des gouvernements qui font semblant de lutter contre l'évasion fiscale, mais qui en réalité ne luttent pas contre l'évasion fiscale. Et on a au contraire un pays comme la France qui, je prends un autre exemple, hein, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de transparence fiscale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas vraiment estimer quel est vraiment le montant. On peut faire des estimations, mais on n'a pas de certitude. Toutes les organisations qui luttent contre l'évasion fiscale demandent une mesure qui s'appelle le reporting public pays par pays, c'est-à-dire que chaque multinationale soit obligée de déclarer dans chaque pays ses activités, son chiffre d'affaires, son profit, le nombre de salariés, les impôts qu'elle paye. Et comme ça, on pourrait vraiment savoir ce qu'il en est. Eh bien, il y avait une directive au niveau de l'Union européenne qui est en négociation, et vous avez peut-être entendu parler, la France a réussi quand même, il ne faut pas avoir honte, hein, à arriver dans les négociations avec la position de la France, les lignes rouges de la France, qui consistaient finalement à affaiblir cet accord. Et qu'est-ce qu'il a été démontré? Et ils ne sont même pas cachés, ils ne sont même pas niés, qu'en fait, c'était un document qui avait été écrit par le MEDEF.
Alors, je vous laisse imaginer, on a des entreprises multinationales en France qui sont bien représentées par le MEDEF. On essaie de faire une directive pour leur opposer la transparence fiscale et le gouvernement français qui voit chaque année 26% de ses recettes de l'impôt société perdues à cause de l'évasion fiscale arrive avec un texte qui reprend les desiderata des entreprises multinationales. C'est quand même assez incroyable de montrer à ce point-là à quel point ceux qui sont censés lutter contre l'évasion fiscale sont complices en fait d'un système qui appauvrit les peuples et qui enrichit les plus riches et puis les actionnaires des grandes entreprises. Ok, ouais. Bon, bah, très bien. Enfin, en tout cas, tu as bien mis le parallèle entre le manque à gagner à cause de l'évasion fiscale et ce qu'on demande après dans les pays, dans les budgets publics, les coupes budgétaires, avec l'exemple de l'éducation nationale que tu connais bien. Donc, Si je c'était peux une rebondir demi. là-dessus, d'ailleurs, Mhm. vous avez vu que pendant la crise, c'était le quoi qu'il en coûte. Pendant la crise du Covid, c'était quoi qu'il en coûte. Et Macron nous a dit, c'est pas de problème, on dépense, on dépense. Et puis après, ils nous ont dit, maintenant, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Il va falloir se serrer la ceinture. Et vous avez vu notamment que la réforme de l'assurance chômage, qui est absolument dégueulasse, hein, qui est totalement injuste, qui va pénaliser beaucoup de monde. Hein. Les estimations, c'est que 1,15 million de chômeurs vont voir leurs droits baisser. Eh bien, on nous a dit, ben oui, mais en même temps, c'est à cause du déficit public. Donc, c'est assez paradoxal de ne rien faire pour lutter contre l'évasion fiscale et d'utiliser le déficit public qui est généré par ce manque à gagner. Alors, il n'y a pas que l'évasion fiscale, il y a aussi, on pourra y revenir, hein, les différentes réformes injustes qui ont été prises depuis le début du quinquennat. Hier, il y a un rapport de France Stratégie, donc un organe nommé par Matignon, qui montre que ça n'a eu aucun ruissellement, ça n'a entraîné euh, aucune hausse de l'investissement. La seule conséquence que ça a eu, c'est d'augmenter les dividendes pour les plus riches. Donc, dans le même temps, on ne fait rien pour lutter contre l'évasion fiscale, on baisse l'imposition sur les plus riches, on baisse l'imposition sur les grandes entreprises, et on vous explique, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc il va falloir vous serrer la ceinture. Allez hop, si on allait faire les poches des plus précaires. Nous, ça nous semble vraiment euh, scandaleux, inadmissible et révoltant que ce soit les précaires qui payent la crise alors qu'ils n'en sont absolument pas responsables et qu'ils ont déjà beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. Et c'est vrai que là, on nous dit oui, il faut faire des réformes structurelles. Alors aujourd'hui, on baisse les allocations chômage et demain, il faudra reculer l'âge de la retraite parce que vous comprenez, on n'a pas le choix, il faut rembourser la dette. Bah, nous, on pense que ça, c'est un discours qui est vraiment du foutage de gueule. Désolé d'être vulgaire, mais c'est du foutage de gueule, alors qu'on ne fait pas les choix politiques qui permettraient d'aller chercher l'argent là où il est. Ouais, c'est dur de l'appeler autrement, donc on te passe l'expression sans souci. Alors, comme on passera peut-être au volet plus politique que tu as déjà commencé à aborder, j'ai dans mon oreillette la voix qui se manifeste de Gaël, donc voilà, je te laisse la parole, Gaël. Oui, merci. Donc vous dites ceux qui sont censés lutter contre cette fraude ne le font pas. Et on pourrait même dire, finalement, ils la favorisent, hein, puisqu'ils sont là surtout pour protéger les intérêts de leur classe. Donc lorsqu'ils disent qu'ils mènent des actions, ce sont des mensonges, c'est pour endormir les gens, mais il n'y a rien de concret qui est fait. Et ensuite, vous parlez des précaires, qui finalement, c'est à eux qu'on fait payer la crise, puisqu'on ne veut pas faire payer aux plus riches. Et ça me fait penser qu'en plus, pour essayer d'endormir les gens, lorsqu'il y a un scandale qui sort, comme celui des Pandora en ce moment, eh bien, il y a de nouveau des reportages qui sortent sur les médias mainstream, des reportages sur tiens, un tel qui a fraudé la CAF, tiens, un tel qui a fraudé Pôle emploi, comme pour faire un parallèle et appuyer, amener l'accent sur cette fraude des pauvres, au lieu de vraiment parler de cette fraude des riches qui est scandaleuse. Et je vois, vous avez fait justement, vous avez un tweet épinglé où vous dites, déjà vous faites une comparaison, le montant des fraudes à Pôle emploi est 400 fois inférieur à celui des recettes perdues à cause de l'évasion fiscale. Mais malheureusement, voilà, vous le dites, certains médias indépendants le disent, mais les médias du pouvoir ne le disent pas. Alors, je voudrais d'ailleurs féliciter TF1 pour avoir réussi en plein pendant les Pandora Papers à faire un papier de plusieurs minutes sur un exemple de fraude sociale. C'est vrai que c'est une belle entreprise de diversion. Alors, je voulais rappeler plusieurs trucs là-dessus. On nous gonfle toujours avec la fraude sociale. Non seulement la fraude sociale, elle est estimée à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 100 fois moins que la fraude fiscale, mais surtout, il faudrait qu'on dégonfle ce mythe. Parce qu'en réalité, même si, évidemment, il y a quelques personnes qui fraudent, et je suis d'accord pour dire que c'est pas normal et qu'il faudrait faire en sorte de lutter contre ça, mais on oublie trop souvent de dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne recourent pas aux aides auxquelles ils ont droit. Et notamment, si on prend le RSA, quand on a transformé le Rémi en RSA, c'est devenu une telle usine à gaz qu'il y a plein de personnes qui, en fait, auraient droit au RSA et qui ne le demandent pas.
Donc, c'est vrai que je trouve ça particulièrement malhonnête et dégueulasse d'aller laisser entendre qu'en fait, s'il y a du déficit public, c'est à cause de votre voisin un peu plus pauvre que vous qui frauderait le RSA ou alors les allocations chômage. Il n'y a aucune étude sérieuse qui montrerait que ça serait quelque chose d'important. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais lors du débat Zemmour-Mélenchon, Éric Zemmour, en tant que bon candidat des riches qu'il est, a repris le chiffre de Charles Prat. Alors, on prend toujours ce chiffre où lui, il a fait une estimation en sortie d'on ne sait où pour dire que la fraude sociale, ce serait 50 milliards d'euros. C'est énorme, 50 milliards d'euros. On oublie un peu souvent de dire que le même, il est responsable d'un parti qui s'appelle l'UDI et qui, justement, est un parti libéral qui est tout à fait dans ce discours-là de dire non, non, mais l'évasion fiscale, circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, regardez, il y a de la fraude sociale. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est révoltant de voir que l'État met beaucoup plus de moyens pour aller, par exemple, contrôler le patrimoine des chômeurs. Le tweet dont vous parlez, c'était ça, c'était à la fin de l'année dernière où on avait l'État qui allait mettre des moyens supplémentaires pour contrôler le patrimoine des chômeurs. Mais faut arrêter de délirer là maintenant. C'est pas les pauvres qu'il faut aller contrôler, c'est pas les pauvres qui vont faire appel à des conseillers fiscaux, à des banquiers pour leur permettre de réduire leurs impôts. Et encore une fois, même si oui, c'est vrai, la fraude sociale existe, en fait, les montants qui sont fraudés sont beaucoup plus faibles que les montants qui seraient dus, mais qui ne sont pas réclamés. Et notamment pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est hyper stigmatisant d'aller demander un certain nombre d'aides. Et on est dans une société où, effectivement, un certain nombre de personnes préfèrent renoncer aux aides auxquelles ils ont droit plutôt que de faire énormément de paperasse et d'être stigmatisés en tant qu'assistés. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'étonne toujours. C'est comment, quand on fait partie des classes populaires, comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que notre situation, elle s'explique non pas par les plus riches qui nous exploitent, qui nous versent des salaires de misère, qui échappent à l'impôt, mais par le un peu plus pauvre que moi ou par l'immigré qui viendrait bénéficier d'aides et à cause de ça, ben, j'aurais pas, moi, droit à certaines aides. C'est un discours qui est construit par les élites pour nous faire croire que notre adversaire, c'est pas un adversaire de classe, c'est pas le plus puissant, mais ça serait celui qui est plus pauvre que nous. Et ça, j'appelle votre les personnes qui nous regardent à bien réfléchir à ça. On fait tout pour vous faire haïr celui qui a un peu moins que vous. Alors, celui qui a un emploi, il devrait haïr le chômeur. Celui qui est chômeur, il devrait haïr celui qui est au RSA. Celui qui est au RSA, il devrait se méfier des immigrés qui viendraient lui manger le pain dans son assiette. Tout ça, c'est un discours pour détourner l'attention et nous faire oublier qu'effectivement, ben non, si vous êtes pauvre, c'est pas à cause des plus pauvres que vous. C'est plutôt à cause d'un système qui est le système capitaliste qui vous exploite et qui fait en sorte que, par exemple, pendant la crise, les plus grandes fortunes ont continué à s'enrichir. Un Bernard Arnault, par exemple, a vu sa fortune augmenter de 62 milliards d'euros entre mars 2020 et mars 2021. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher l'argent plutôt que de se dire que si on donnait un petit peu moins aux plus pauvres que vous, ça irait mieux pour vous. Oui. Tu veux intervenir encore une fois, Gaëlle? Oui, non, mais tout à fait, oui, juste pour appuyer, effectivement. Et le problème, c'est que même chez les petits, parmi nous, là, il y a des gens qui rentrent dans cette propagande, qui la subissent et qui l'intègrent. Et ils vont parler de ça, ils vont se plaindre de celui qui a fraudé la CAF, etc. Ils vont en être même scandalisés. Et quand on leur parle des Pandora Papers ou autres, ça leur fait pas la même chose. Ils ne se sentent pas spoliés de la même façon. C'est quand même très curieux, parce qu'ils devraient pourtant. Donc la propagande vraiment marche bien malheureusement, et on se demande comment on pourrait faire pour la contourner. Bah, on est là pour ça, on essaye. Hein. C'est ça, ça passe par en discuter, ça passe par un certain nombre d'initiatives qui sont variées. Je pense que les Gilets jaunes ont joué un rôle important là-dedans quand vous disiez, enfin je dis vous, hein, parce que je prends comme un collectif issu des Gilets jaunes, hein, quand vous disiez rends l'ISF d'abord, ça posait bien le débat, quoi. Ok, pourquoi pas des taxes sur l'essence, mais enfin, il y a un problème, c'est que c'est pas normal que dans le même temps, tu fasses des cadeaux fiscaux aux plus riches et tu nous demandes à nous de nous serrer la ceinture, quoi. Et ça, je pense que c'est fondamental de le rappeler sans cesse. On en a marre de l'injustice fiscale, on en a marre que les plus riches, que les plus grandes entreprises échappent à l'impôt. Si on regarde depuis le tournant néolibéral des années 80, eh bien en fait, on a la part des impôts payés par les plus riches et par les plus grandes entreprises qui ne cesse de diminuer. Et du coup, ben, qui est-ce qui paye à la place? Eh ben, ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui payent quand ils consomment. Et je voudrais rappeler quand même ici que personne ne peut dire autour de cette table combien ils payent de TVA chaque mois.
Et pourtant, la TVA, c'est un impôt qui rapporte bien plus que les autres impôts. C'est l'impôt qui rapporte le plus en France, bien plus que l'impôt sur le revenu, bien plus que l'impôt sur les sociétés. Or, quel que soit votre niveau de richesse, vous allez avoir le même taux de TVA. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, donc les gens disent, ah ben donc c'est juste, alors si tu es riche, tu consommes plus, et donc du coup tu payes plus de TVA. On oublie de dire un truc important, et qui est une banalité en sciences économiques, c'est que plus on est pauvre, et plus on consomme son revenu. Schématiquement, si je gagne le SMIC, ben, j'ai déjà du mal à finir les fins de mois, j'épargne pas, je consomme tout mon revenu. Donc la TVA s'applique sur l'intégralité de mon revenu. Par contre, plus je suis riche, plus une part de mon revenu est épargnée, ce qui permet d'expliquer que puisque la TVA ne s'applique à la consommation, en réalité, la TVA et tous les impôts sur la consommation, sur l'essence, sur le tabac, sur tout ce que vous voulez, eh bien, en réalité, c'est des impôts qui vont prélever davantage les plus pauvres en proportion de leurs revenus que les plus riches. Or, historiquement, depuis 40 ans, ce sont ces impôts qui augmentent et ce sont au contraire les impôts progressifs, ceux qui permettent de réduire les inégalités, comme l'impôt sur le revenu ou comme feu l'ISF, qui eux sont diminués, quoi. Et du coup, moi j'avais été frappé de voir qu'après le grand débat à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, Macron nous avait dit: je vous ai compris, vous voulez moins d'impôts, je vais réduire l'impôt sur les revenus. Mais t'as rien compris du tout, l'impôt sur le revenu, il est payé par la moitié des Français les plus riches, c'est pas celui-là qu'il faut diminuer. Baisse la TVA sur les produits de première nécessité, ça oui, ça serait une bonne idée. Par contre, au contraire, l'impôt sur le revenu, il ne faut pas le diminuer, il faut le rendre plus progressif, il faut faire en sorte que ceux qui peuvent le plus contribuer à l'impôt, ils payent leur juste part d'impôt. Je rappelle que la fiscalité, ça ne sert pas simplement à rentrer de l'argent dans les caisses publiques pour financer les services publics, ça ne sert pas simplement à réduire les inégalités, ça a aussi une troisième fonction, c'est une fonction incitative. Si on augmente les taxes sur tel ou tel produit, c'est pour décourager la consommation de ces produits-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire en sorte que les produits qui sont les plus nocifs pour la planète, on augmente les taxes dessus pour faire en sorte que les plus riches soient découragés de faire ce genre de consommation. Mais j'aimerais juste revenir là-dessus. Alors, on pourrait me prendre un contre-pied en disant: ah, mais du coup, vous êtes pour augmenter la taxe sur l'essence. Et j'aimerais revenir là-dessus sur ce qui a été le début du mouvement des Gilets jaunes. Cette taxe, moi, je pense que dans l'absolu, il faut augmenter le prix de l'essence. Mais ce qui a été oublié à ce moment-là, c'est un truc qui est très important, c'est que ce que je viens d'expliquer pour la TVA, eh bien, c'est la même chose pour les taxes sur l'essence. Sauf que là, en plus, il faut rajouter un autre degré, c'est l'équivalent entre ruraux et urbains. Et il a été démontré que les taxes sur l'essence représentent une part plus importante du revenu des plus pauvres que des revenus des plus riches. Donc, si vous augmentez le taux de fiscalité sur les carburants de manière indistincte, bah, évidemment, le plus riche, lui, il s'en fout. Ça ne va pas l'empêcher de de boucler sa fin de mois. Par contre, celui qui a déjà du mal à boucler les fins de mois, il va trouver ça insupportable. Et il a bien raison. Et donc, du coup, c'est là où il faut réfléchir toujours la taxation, et notamment la taxation environnementale, elle ne peut être que juste. Il n'y a pas de justice environnementale s'il n'y a pas de justice fiscale. Donc, il faut réfléchir à ça. Et c'est vrai que je suis frappé de constater que ça renforce ce que je disais tout à l'heure, c'est que le gouvernement a supprimé l'ISF, il a instauré la flat tax. Le rapport qui est sorti sur France Stratégie montre bien que du coup, ça a permis d'augmenter les inégalités en versant des dividendes aux plus riches. Et dans le même temps, on nous dit, au nom de l'écologie, on va augmenter les taxes sur l'essence, alors qu'en réalité, c'est totalement injuste. Et donc, évidemment, ça a été perçu pour ce que c'est, quelque chose d'insupportable. Vous ne pouvez pas en même temps réduire les impôts sur les plus riches et demander aux plus pauvres de se serrer la ceinture. Et je vous invite à regarder quand même ce qui va sortir dans le programme de Macron, dont on se dit bien qu'il va être candidat, parce qu'il fait campagne en permanence. Mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs chez tous les candidats de droite, hein, de Macron jusqu'à Zemmour et Le Pen. C'est systématiquement, au nom d'un discours qui rebondit sur le prétendu ras-le-bol fiscal, eh bien, on propose d'augmenter les impôts qui sont les impôts les plus progressifs, qui sont les impôts qui prélèvent davantage les plus riches. Et par contre, sur les plus pauvres, là, c'est jamais ces impôts-là qu'on propose de baisser, quoi. Et donc, en fait, ces candidats, ces forces libérales proposent d'accentuer le mouvement que j'ai décrit, c'est-à-dire toujours moins d'impôts pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises, toujours plus d'impôts pour ceux qui ne peuvent pas bouger, qui sont immobiles, c'est-à-dire la masse de la population qui paye les impôts sur la consommation. Et en fait, tu faisais référence à un moment aux années 90, peut-être au moment où on a commencé à déréguler suite à l'effondrement du bloc communiste et des pays de l'Est. Mais est-ce que ce constat que Attaque fait depuis maintenant à peu près donc plus de 20 ans, est-ce qu'il n'est pas en fait consubstantiel au capitalisme? C'est-à-dire que est-ce que
est-ce que le capitalisme pourrait être vertueux en demandant à chacun de payer sa part et sans arranger les copains, les riches et ceux qui sont leurs amis qui sont au pouvoir? C'est consubstantiel en fait. S'il y a du capitalisme, il y aura de la fraude. Est-ce que vraiment la lutte, elle doit pas aller un petit peu plus loin sur le changement de régime économique, j'ai envie de dire? Non, non, mais bien sûr qu'il faut changer le système économique, mais je voudrais insister sur le fait que on nous dit souvent, quand vous proposez d'augmenter les impôts sur les plus riches, en fait, vous faites que, en fait, c'est comme si on mettait un pansement sur une jambe de bois. Le problème, il est plus fondamental, il est sur la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire sur les revenus, la distribution des revenus avant impôt, et sur le fait que il y a des écarts importants, très importants de salaire entre les cadres dirigeants et les salariés. Je voudrais quand même insister sur le fait que quand on avait un taux d'impôt sur les sociétés, la tranche, le taux marginal, c'est-à-dire le taux qui s'applique aux plus hauts revenus. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un pays aussi communiste que sont les États-Unis, il y avait un taux d'un marginal qui était supérieur à 80%. Il a même parfois été à 90%. Et je voudrais faire comprendre à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent, que si on met un taux d'imposition à 90% sur les très hauts revenus, alors qu'on comprenne bien, l'impôt sur le revenu, c'est par tranche. On ne va pas prendre 90% de leurs revenus. Par contre, ça veut dire qu'on décrète qu'au-delà d'un certain taux, et ça doit être un vrai débat démocratique. Quel est le taux qui nous semble, quel est le niveau de revenu qui nous semble acceptable? On peut débattre, par exemple, moi je considère qu'un écart de 1 à 10 ou de 1 à 20, ça serait déjà des fortes inégalités, mais on est tellement au-delà qu'on pourrait se dire que voilà, allez, admettons, 1 à 10, c'est le maximum. Si on va mettre une tranche d'impôt au-delà de ce montant maximum qui se rapproche de 100%, qui est par exemple à 90%. Il faut bien comprendre que c'est pas simplement rattraper un peu le coup derrière. Ça veut dire que ça rendrait totalement, ça découragerait totalement de verser de tels revenus. J'ai expliqué tout à l'heure que l'impôt, il y a aussi une fonction incitative. Si on dit au-delà de temps, on prélève, on prend tout ou quasiment tout, ben en fait, il n'y a plus d'intérêt à verser ce salaire. Ça veut dire que l'entreprise verserait le salaire et au final, ça arrive directement dans les poches de l'État. Donc, il faut bien comprendre que la fiscalité, c'est aussi un moyen pour modifier les comportements. Et là, j'insiste là-dessus. Bien sûr, ça ne règle pas le problème de l'exploitation capitaliste, hein, on est bien d'accord. Mais dans un système capitaliste, l'État, il peut intervenir plus ou moins. Et on pourrait tout à fait dire, ben, en fait, l'État instaure finalement, grâce à la fiscalité, un niveau de revenu maximal. Moi, ça me semblerait tout à fait juste et tout à fait compréhensible. On le dit toujours dans la théorie néolibérale, enfin dans la théorie néoclassique, on va dire, dans l'économie mainstream, on nous dit que le salaire, il dépend de la productivité marginale, c'est-à-dire ce que chaque travailleur apporte comme richesse. Je pense que les travailleurs au SMIC se rendent bien compte qu'ils créent plus de richesse que ce qu'on leur verse. Et donc, on en revient à la bonne vieille analyse marxiste qui a une plus-value qui est extorquée par les capitalistes. Et donc, effectivement, il est absolument inconcevable. Je ne sais pas, moi, si on prend les revenus des principaux PDG du CAC 40, vous allez m'expliquer qu'ils sont plus de 100 fois plus productifs que les salariés? Non, c'est pas, ça tient pas la route, c'est pas vrai. Donc, j'insiste là-dessus. L'État, alors évidemment, on peut faire une révolution et changer totalement le système, hein, je serais assez favorable, mais il faut bien comprendre que les mesures qu'on propose, c'est pas dire on va rendre le capitalisme vertueux, c'est de dire, mais à un moment donné, l'État, même dans un système capitaliste, peut euh, décréter un seuil maximal de richesse. Et ça, je pense que ce sera un débat démocratique sain. On en débatte, on se met tous autour de la table, on réfléchisse. Allez, quel est le niveau maximal? Et je tiens à dire que si on dit par exemple que c'est 1 à 10 l'écart de revenus, eh ben, ça veut dire que si celui qui est en haut, il veut augmenter son salaire, il est obligé d'augmenter les salaires de ceux qui sont en bas. Et c'est vrai que moi, je crois quand même que, euh, que la fiscalité, c'est un outil comme ça qui peut être puissant, qui ne sert pas simplement à corriger ce qui est le plus inacceptable, mais qui peut envoyer un message puissant de dire non, mais en fait, au-delà d'un certain niveau de richesse, c'est plus possible. Et du coup, ben, si ton entreprise te verse ce salaire, ça vient dans les poches de l'État et ça contribuera à financer les services publics. Alors en même temps, je dis ça, mais je ne suis pas naïf sur le fait que nos impôts ne servent pas qu'à des choses vertueuses. Hein. Quand on refait le stock de LBD et de gaz lacrymo pour mater les contestations populaires, évidemment que je ne suis pas favorable à ces dépenses publiques-là. Mais là aussi, il y a un vrai choix démocratique. Et là, je suis obligé de dire que depuis plusieurs années, sous le quinquennat Macron, c'est flagrant, mais ça accentue une tendance qui existait déjà. On ne cesse de réduire ce qu'on pourrait appeler la main gauche de l'État, les hôpitaux, ce qui va aux écoles, ce qui va aux soins d'une manière générale. Et par contre, on donne davantage des moyens pour réprimer la population, pour donner des armes de plus en plus létales aux forces de l'ordre,
pour, par exemple, pour entretenir notre armée, etc., etc. Donc là aussi, il y a tout un débat à avoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent public. Et par exemple, si on regarde le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid, en réalité, le quoi qu'il en coûte, ça a surtout été de l'argent donné sans aucune contrepartie aux grandes entreprises. Et d'ailleurs, vous avez remarqué sans doute que les entreprises françaises se portent très très bien, que les dividendes explosent, que les profits explosent et que le CAC 40 se porte à merveille. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif à où va l'argent public. Et moi, je suis obligé de constater qu'il n'y a pas d'argent magique, pour reprendre l'expression de Macron, il n'y a pas d'argent magique pour nos écoles ou pour nos hôpitaux. Par contre, pour donner de l'argent sans aucune condition au patron du CAC 40, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que Gaël va intervenir? Oui, pour parler de Macron plus précisément et de ses déclarations dernièrement, il a dit récemment « Nous sommes un pays qui travaille moins que les autres, il nous faut avoir un pays qui produise davantage ». Et apparemment, d'après les études de l'OCDE, c'est faux, on travaille plus que la moyenne européenne. Mais évidemment, les propos de Macron ont été repris toujours par les mêmes médias pour dire qu'il fallait qu'on travaille davantage, que le problème était là. Et puis, il y en a même qui ont été plus loin en ressortant le couplet sur les gens qui se complaisent au chômage, qui sont paresseux, et c'est à cause d'eux que rien ne va. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça ? Ben moi, je crois que Macron, il pense que si un mensonge, on le répète suffisamment de fois, ça finit par être vrai. Et donc, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il nous sort ce truc-là, hein, comme une évidence. Bah oui, on travaille moins que les autres, donc il va falloir travailler plus. Je suis obligé de constater, alors ça a été dit, je ne vais pas développer ici, mais oui, c'est faux. Toutes les statistiques montrent qu'en France, on travaille non seulement pas moins que dans les autres pays, mais en plus, on est beaucoup plus productif que dans les autres pays. Et donc, en réalité, le problème, il ne vient pas là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de constater que dans le débat qui s'ouvre, il commence à y avoir point dans le débat. Et moi, je me félicite quand nous, on y a joué un rôle, parce que c'est une des revendications de la plateforme Plus Jamais Ça, hein, donc qui est reprise à la fois par les syndicats membres de Plus Jamais Ça et par les organisations écologistes ou comme Attaque, qui est les 32 heures. Et j'aimerais vraiment revenir là-dessus. On a deux visions qui s'affrontent. Dans la vision de Macron, vous travaillez pas assez quand même, vous pouvez bien travailler un petit peu plus, parce qu'évidemment, dans leur rêve, en fait, il n'y aurait pas de durée légale du travail, il n'y aurait pas de retraite, il n'y aurait pas de limitation du travail de nuit ou même du travail des enfants. En fait, ils veulent revenir au 19e siècle. Je suis désolé si ça peut paraître caricatural, mais enfin, on a eu plus d'un siècle de conquêtes sociales qui sont traduits par la baisse du temps de travail hebdomadaire, la baisse du temps de travail annuel avec les congés payés et la baisse du temps de travail sur une vie avec à la fois le fait qu'on commence à travailler plus tard et le fait qu'on parte à la retraite et que cet âge de la retraite a diminué au cours de l'histoire. Et là, depuis les années 80, on a une hégémonie du discours libéral. Alors nous, on essaie de le contrer, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens que la presse dominante qui appartient aux milliardaires qui profitent de ce système. Et donc, on a en fait un discours qui est assez intéressant à analyser, où en fait, on nous dit... Enfin, pardon, je m'arrête là, mais je rappelle quand même que pendant toute cette période-là, la productivité du travail, elle a fortement augmenté. Et donc, en fait, quand on a réduit la durée de travail, ça ne nous a pas empêché de plus produire. Par contre, ça a permis qu'on arrête de se tuer au travail et qu'on puisse effectivement avoir une vie à côté, quoi. Et là, on nous dit, au nom d'un discours qui est quand même absolument pas démontré par les faits, ah, mais il faut travailler davantage. Alors, pour pouvoir inciter les gens à travailler davantage, il faut bien trouver des bonnes raisons. Alors, il y a une bonne raison qui est donnée par le gouvernement, c'est puisqu'il y a de la dette, eh ben, il faut réduire la dette, donc il faut travailler davantage. Puisque l'espérance de vie augmente, alors il faut travailler plus longtemps. Et là, donc, c'est effectivement cet argument, puisque vous ne travaillez pas assez, bande de feignasses, nous, on va vous mettre au travail. Eh bien, regardez qui dit ça, et vous avez une assez bonne définition, finalement, de ce qu'est la droite, de ce qu'est le libéralisme. Et à côté de ça, vous avez un consensus, il me semble, de plus en plus important, qui va même jusqu'à Anne Hidalgo, c'est pour dire, hein. Je ne pense pas qu'Anne Hidalgo soit l'incarnation de la gauche, hein, qu'on soit clair. Elle qui préfère défendre les vitrines de la Samaritaine plutôt que les militants d'Attaque qui venaient dénoncer l'enrichissement indécent des milliardaires avec l'éducation symbolique. Ben même jusqu'à Anne Hidalgo, en fait, il y a une revendication qui est portée, qui est celle des 32 heures, c'est-à-dire de la logique inverse. On a 6 millions de chômeurs en France, on a des richesses importantes à distribuer, on a des travailleurs qui, comment on va dire, qui sont en burn-out, qui se retrouvent, on va dire, malmenés par leur travail. Ben, plutôt que d'augmenter les quantités de travail, il faut au contraire diminuer la quantité de travail et le partager. J'espère
je le dis très honnêtement, Attaque n'est pas engagé dans la campagne électorale, ne soutient aucun parti, aucun candidat, mais j'espère que ce débat-là, on va l'avoir pendant la campagne, plutôt que de débattre de sujets à la con, comme est-ce qu'il faudrait que les gens qui s'appellent Mohamed changent de prénom, quoi. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose quand même, je voudrais revenir là-dessus, la responsabilité des médias. Dans une campagne électorale, aujourd'hui, on le voit, les thèmes sont dictés par l'extrême droite. Et on voit par exemple que les Pandora Papers dont on a parlé sont déjà passés à la trappe. Dans les médias, on n'en parle plus. Et ça, c'est quelque chose où c'est quand même flagrant de voir que les débats qu'on a sont des débats qui sont identitaires, qui sont sur l'immigration, sur l'insécurité, alors que toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français sont davantage préoccupés par le dérèglement climatique ou par la montée des inégalités et savoir s'ils vont pouvoir bouffer à la fin du mois, quoi. Donc là-dessus, j'espère que effectivement, on va pouvoir faire entendre ces idées-là. Ceux qui vous disent sous le sceau de l'évidence qu'il va quand même falloir travailler davantage, eh ben, en fait, ça veut dire qu'ils veulent que les richesses que vous produisez, eh bien, elles aillent un petit peu plus dans la poche des plus riches, hein. Je le dis de manière qui peut sembler un peu caricaturale, mais il n'y a aucune fatalité à travailler davantage. Et la preuve, c'est qu'ils sont obligés de trouver des arguments complètement faux comme celui-ci. Vous travaillez pas assez par rapport aux autres, donc il faut travailler davantage. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais en même temps, comment vous voulez trouver des arguments? Comment vous pouvez dire aux gens, écoutez, euh, il y a 6 millions de chômeurs, il faudrait que vous travailliez un peu davantage. Pour ça, il faut tendre un petit peu la réalité. Et c'est vrai que, encore une fois, la manière dont le débat s'organise et le rôle joué par les principaux médias dans l'ascension d'un Zemmour qui porte des thèmes qui sont, excusez-moi, on veut nous faire croire que c'est ça qui intéresse les Français. Moi, quand je discute avec mes élèves, par exemple, je vois chaque année 200 lycéens différents. C'est pas ces problèmes-là qui les préoccupent. Ils se demandent pas s'il faudrait que Mohamed s'appelle Eric. Ça, ils n'en ont rien à faire. Par contre, effectivement, ils sont préoccupés par le dérèglement climatique ou par l'injustice de ce monde, quoi. Donc voilà, j'espère que, on va dire, la caricature du gouvernement permettra de faire aborder, au moins qu'on débatte de ça, quoi. Est-ce que vraiment on est obligé d'augmenter l'âge de départ à la retraite? Est-ce que si l'espérance de vie a augmenté, c'est pas justement parce qu'on a diminué l'âge de départ à la retraite et que du coup les gens, plutôt que de se tuer la vie au travail, peuvent profiter de leur vieux jour? Et vous voulez remettre ça en cause. Et c'est pareil sur le débat sur le temps de travail sur la semaine ou même sur le temps de travail annuel, parce que c'est pareil, hein, si on écoute certains, on a trop de jours de congé. On a trop de jours fériés en France, par exemple. Il faudrait réduire le nombre de semaines où on passe à profiter de la vie, quoi. Et ça, c'est un vrai débat de fond, quoi. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on est là sur Terre pour travailler et enrichir les capitalistes, ou est-ce qu'on est là sur Terre pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir avoir du lien social, pour pouvoir s'investir dans des associations, hein, c'est con à dire, mais moi, si je suis aussi engagé dans l'attaque, c'est aussi parce que mon métier, j'ai la chance d'être prof agrégé de SES, et un prof agrégé, il a moins de temps de travail que le reste des profs, et je le dis bêtement, en fait, si on a moins de temps de travail, on peut s'engager dans les œuvres utiles. Alors, c'est pas forcément militer dans une association qui s'engage dans le champ politique, mais ça peut être, par exemple, aller passer du temps pour donner du temps dans des associations, par exemple. Hein, on a de plus en plus les pouvoirs publics qui reculent. Eh bien, en fait, si les citoyens ont plus de temps pour vivre, ils ont aussi plus de temps pour s'occuper des personnes âgées, pour s'occuper des personnes handicapées, pour s'occuper des personnes qui, on va dire, euh, on a besoin d'une manière générale, hein, pour prendre du soin. Et c'est vrai que ça, ce sont des tâches qui ne sont pas valorisées dans la société, qui ne rapportent rien à personne, alors qu'en réalité, il faudrait les valoriser. Ouais, donc en fait, voilà, ce que tu dis, c'est que le constat qu'on fait sur l'injustice fiscale, l'injustice créée par ce système économique qui devient de plus en plus fou, on n'a toujours rien réglé, on n'a pas beaucoup avancé ces dernières années, et quand on voit des gens comme Macron effectivement arriver au pouvoir en 2017, enfin, voilà, on se dit là, on est peut-être au paroxysme de la chose. Parce que Macron, est-ce que c'est pas le meilleur représentant de ce système-là? Et avant d'aborder peut-être la dernière partie plus politique sur les gilets jaunes est-ce que les gilets jaunes ont changé la donne? Mais avec Macron, on a vraiment le top du top. On croyait avoir le top du top avec Sarkozy, il y a eu la crise, mais Emmanuel Macron, donc, il confirme vraiment tout ce que tu as dit sur l'injustice du système, la répartition, l'imposition. Enfin, c'est est-ce qu'on pourrait faire pire président que Macron, j'ai envie de dire, pour rester optimiste, en 2022? Oui,
Oui, oui, et quand je dis ça, je dis pas absolument pas que je suis prêt à voter Macron, vous en doutez bien, mais j'aimerais quand même qu'on analyse 2 secondes le phénomène Zemmour, hein. C'est pas pour rien que les médias mettent à ce point-là en avant Zemmour. Parce que le programme économique de Zemmour, c'est du Macron puissance 10, hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la droite ultralibérale assumée. Et c'est bien pour ça qu'on fait les écrans de fumée, qu'on crée des boucs émissaires, qu'on fait des débats complètement débiles sur, comme je disais tout à l'heure, sur les prénoms des gens ou comment est-ce que je sais pas moi, ou sur les maillots de bain qu'on devrait porter. Et en réalité, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut analyser quand vous regardez comment les médias traitent un Mélenchon ou un Poutou. On a vu quand Poutou a eu le malheur de dire que la police tue, c'est quand même quelque chose qui est évident. Oui, la police tue et tous les ans, elle tue beaucoup de monde. Et plus ça va, et plus elle a un sentiment d'impunité. Bon, il nous dit ça, il y a tout le monde qui lui tombe dessus, tous les médias. Et Zemmour, c'est l'inverse. Zemmour, lui, il va dire des trucs qui sont horribles. Il va nous réécrire l'histoire. Il va nous dire, par exemple, que sous Pétain, on a sauvé des juifs. Enfin, des trucs qui sont complètement aberrants, qui devraient le discréditer totalement dans le débat public. Et non, c'est pas ça qui se passe, on lui sert la soupe. Et moi, j'attire votre attention sur le fait que cette droite identitaire, nationaliste, xénophobe, elle est aussi ultralibérale, elle est aussi au service des plus riches. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que les, les personnes qui sont sensibles à ce discours-là se rendent compte, c'est que, bah, en fait, si vous avez un Zemmour, ce sera du Macron, mais encore en pire. Alors bien sûr, en pire, parce qu'il y a le côté xénophobe assumé, raciste, encore plus que la politique qui est menée aujourd'hui par Darmanin à l'intérieur. Mais il y a aussi, en fait, finalement, cette guerre des classes, cette guerre sociale contre les plus pauvres. Hein, c'est pas pour rien que quand Zemmour débat avec Mélenchon, il nous ressort l'histoire des 50 milliards de fraude sociale. En fait, il nous dit clairement, le problème, il est là. Le problème, c'est les pauvres qui fraudent. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment que Macron, c'est la quintessence du candidat des plus riches. Mais malheureusement, ils ont d'autres candidats dans leur poche, hein. Et moi, je pense que une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour, ou on ne sait pas ce que va donner à la droite, mais bon, que ce soit un Barnier ou une Pécresse ou un Bertrand, ça ne changera pas grand-chose. Ils sont d'accord sur l'essentiel, hein. Ils sont d'accord sur le fait qu'il faut absolument préserver les intérêts des puissants, de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Et ben, vu qu'il faut bien faire tourner l'État, et ben, pour ça, il faut prélever les plus pauvres. Et évidemment, puisque ça crée de la colère et du ressentiment, il faut donner aux policiers les moyens de mater la contestation. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir 2 secondes. C'est que depuis 5 ans, bien sûr, Macron mène une politique injuste, mais il mène aussi une politique de restriction des libertés publiques. Et là-dessus, pour le coup, je pense que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ça. Ils se présentaient comme un libéral au sens économique, mais aussi au sens politique. Et tout le monde, je pense, là maintenant, se rend bien compte qu'il y a eu un tournant euh, liberticide pendant ce quinquennat et un certain nombre d'outils qui sont donnés, notamment aux forces de l'ordre. Eh ben, je vous demande de réfléchir qu'est-ce qui va se passer si demain c'est Le Pen ou Zemmour qui arrivent au pouvoir. Ils n'ont même pas besoin de faire de nouvelles lois, hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour nous mater, hein. Et c'est vrai que bah, moi, je vois dans le lycée, par exemple, je sais pas moi, les fenêtres s'ouvrent pas. J'ai une salle de classe où je suis obligé de mettre un coup de pied dedans à chaque fois pour rentrer dedans. Et dans le même temps, on voit que nos amis policiers ont des LBD tout neufs et on refait leur stock de lacrymo pour pouvoir nous mater, quoi. Donc ça, c'est quand même frappant. Et du coup, bah, je veux pas être trop long, mais voilà, pour résumer, oui, Macron, c'est le pire, mais malheureusement, on peut toujours faire pire. D'accord. Et comme tu évoquais, enfin on l'a évoqué très rapidement, mais toute cette injustice qui s'est accumulée depuis des années, parce que ça fait bien longtemps hein, maintenant, au moment où les Gilets jaunes arrivent, donc fin 2018, est-ce que tu as l'impression quand même il y a une colère populaire, il y a une révolte qui a été rendue possible et qui va peut-être nous mener voilà, enfin, vers des horizons meilleurs, quoi. Donc, est-ce que les Gilets jaunes, pour toi, ils ont changé la donne? Et la question subsidiaire, ça serait de savoir, selon toi, historiquement, quelles sont les catégories, les classes sociales qui, au bout d'un moment, si elles parviennent à avoir les mêmes intérêts, peuvent faire basculer éventuellement un régime politique et nous amener dans une phase plus révolutionnaire. J'ai commencé par répondre là-dessus. Pendant, pendant très longtemps, la classe ouvrière incarnait l'espoir en un monde meilleur et on va dire toute la tradition marxiste incarnait ça. Il se trouve que, c'est rigolo parce que c'est un cours que je viens de faire avec mes élèves cette semaine. Il se trouve que aujourd'hui, la classe ouvrière au singulier, ça n'a plus grand sens parce que
on va dire, les forteresses ouvrières, les entreprises dans lesquelles il y avait des fortes concentrations d'ouvriers, petit à petit, ont disparu. Il y a eu la désindustrialisation, il y a le fait que de plus en plus, c'est des petites unités, qu'on recourt de plus en plus à des temps partiels, à des CDD, à des intérims, donc c'est de plus en plus difficile de se syndiquer. Mais les sociologues utilisent de plus en plus le terme de classe populaire au pluriel. Et ce qui est frappant de voir, c'est que alors qu'un ouvrier de Renault pouvait très bien prendre conscience qu'il avait les mêmes intérêts que l'ouvrier de Renault à côté de lui avec qui il bouffait le midi, aujourd'hui, un salarié à temps partiel en CDD chez McDo, il n'a pas forcément conscience d'avoir les mêmes intérêts que le chômeur à côté ou que la caissière de supermarché. Et c'est vrai que ça, moi, ça me semble très important. Et c'est pour ça que le débat sur la fraude sociale est hyper important. C'est que tout est fait pour qu'on ne prenne pas conscience qu'on a des intérêts en commun avec les autres personnes qui font partie des catégories populaires. Bon, moi, je suis prof. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'être agrégé. Je gagne mieux ma vie. Je ne me considère pas comme faisant partie des classes populaires. Je fais partie de la classe moyenne. Je ne sais pas comment il peut y avoir une prise de conscience d'avoir des intérêts en commun. Mais finalement, si on revient au bon vieux schéma marxiste, il y a d'un côté ceux qui n'ont que leur force de travail à louer aux capitalistes, et puis il y a les capitalistes. Alors évidemment, la société elle est un peu plus complexe que ce qu'elle était au milieu du 19e siècle, au début de la révolution industrielle, quand Marx écrit, mais finalement, on est bien toujours avec ce système-là. Le problème, c'est que est-ce qu'on a conscience d'avoir des intérêts en commun? C'est pour ça que je reviens là-dessus, ça me semble fondamental. Tout est fait pour que vous ayez l'impression que votre adversaire, pour le dire, votre adversaire de classe, ce n'est pas celui qui est au-dessus de vous, mais c'est celui qui est en dessous de vous. Et y compris quand vous êtes vous-même dans une situation très précaire, on va vous faire croire que le problème, c'est ceux qui sont encore en dessous de vous. Et donc, c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'une des conditions pour que, comme tu le dis, qu'il y ait une alliance de classe et qu'il puisse y avoir une large révolte populaire, bah, c'est de déconstruire ce discours-là et de bien faire comprendre que non, le responsable de votre problème, c'est pas celui qui est en dessous de vous, mais plutôt celui qui est tout en haut. Pour revenir à ta question, bah, je pense que les Gilets jaunes ont marqué un tournant vraiment du quinquennat et je voudrais ici dire que, bien sûr, il n'y a pas eu une victoire à célébrer. C'est pas la chute de Macron, c'est pas ne serait-ce que des mesures importantes comme allez, on revient sur la suppression de l'ISF, on rétablit l'ISF. Il n'y a pas eu ce genre de victoire-là. Mais je voudrais vous faire remarquer que je fais un parallèle avec le mouvement contre la réforme des retraites. À aucun moment, le gouvernement a dit c'est bon, vous avez gagné, on retire la réforme des retraites. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Et donc, il faut bien avoir en conscience que nos adversaires ne sont pas prêts à nous donner des victoires, ne sont pas prêts à nous dire bravo, vous êtes plus fort, vous avez instauré un rapport de force, vous avez gagné, voilà, on capitule. Mais si on reprend le mouvement des Gilets jaunes, c'est la première fois depuis le début du quinquennat Macron qu'un mouvement arrive à modifier des décisions qui avaient été prises par le gouvernement. Eux, ils étaient clairement en mode rouleau compresseur. Vous vous rappelez, au début du quinquennat Macron, c'était des mesures à tout va, et puis en fait, la contestation qui était éparse, qui n'arrivait pas à s'organiser, puis de toute façon, on passait déjà à la réforme suivante. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il a marqué la fin de ça. Alors, je ne dis pas que depuis, tout va bien, hein. La preuve, c'est qu'on a baissé les APL, ou on a baissé les allocations chômage, mais ça aurait été bien pire sans ça. Et ça, je pense qu'il faut vraiment se le dire, notamment pour les personnes qui pourraient avoir l'impression que ouais, c'était un peu vain tout ça, on s'est épuisé à manifester tous les samedis, etc. Bon, bien sûr qu'il y a une réflexion stratégique à avoir, mais il faut être fier de ce qui a été fait. C'est-à-dire que c'est la première fois où Macron a dû reculer. Et pourquoi il a reculé? Parce qu'ils ont eu peur. Et ça, il faut le dire, il faut être honnête avec ça. Moi, je fais partie de l'association qui prône des actions non violentes, et nous, dans nos actions, nous ne faisons pas de dégradation, par exemple. Mais jamais de la vie, il viendrait à l'idée d'aller condamner un manifestant qui serait violent. Je veux dire, il suffit de voir les scènes pour voir que les policiers sont bien plus violents. Et par exemple, il y a bien plus de blessés parmi les manifestants que parmi les policiers. Et puis, je ne vais certainement pas me focaliser sur des dégradations matérielles et me dire oh le pauvre Fouquet il a été endommagé quoi. Donc, moi je ne prône pas l'action violente, mais c'est vrai que quand je regarde ce qui se passait au moment des Gilets jaunes, ben, je suis bien obligé de constater qu'il y a eu un génie stratégique qui consistait à enfin aller remanifester dans les endroits où est le pouvoir et où sont les riches. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est concrètement, les plus riches, ils ont flippé et ils ont dit à Macron, maintenant, stop, il faut lâcher du lest. Alors évidemment, vous n'avez pas gagné ce que vous demandiez et c'était pas évidemment que les ambitions du mouvement étaient bien plus importantes que ce qui a été obtenu. Mais enfin, il y a quand même eu un certain nombre d'inflexions qui ont été données et même si Macron lui aussi était
très fort stratégiquement avec ce grand débat qui a endormi tout le monde et où à la fin, ils ont dit ce qu'ils voulaient avoir entendu plutôt que ce que les gens avaient dit. Mais quand même, j'insiste là-dessus, ça a été un tournant, ça a été le moment où Macron doit reculer pour la première fois et arrête son rouleau compresseur. Et moi, je suis persuadé, par exemple, que la réforme des retraites, on l'aurait déjà eu s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Alors évidemment, le mouvement de grève important qu'il y a eu, notamment à la SNCF, ça a été très important, mais je reviens là-dessus. Ce mouvement-là, quand Macron dit oh, bah avec le Covid, on va mettre la réforme en pause, et on voit qu'elle n'aura pas lieu avant la fin du quinquennat, très probablement, ils n'ont pas dit bravo, vous avez gagné. Mais moi, je dis à ceux qui ont fait grève, vous n'avez pas fait grève pour rien. S'il n'y avait pas eu un mouvement important, eh ben là, on aurait déjà eu cette réforme, et même après le Covid, peut-être qu'il aurait mis en pause, mais là, après le Covid, on l'aurait eu. Pourquoi est-ce qu'ils ne le remettent pas sur la table tout de suite? Parce qu'ils savent très bien que ça va entraîner à nouveau des mouvements de grève importants, quoi. Alors par contre, je voudrais qu'on soit vigilant, c'est que si jamais Macron passe, on peut être sûr que la réforme des retraites, on l'a dès le mois de juillet suivant, en plein cœur de l'été, ils pourront nous dire, on nous a élus sur ce programme-là. C'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument éviter que Macron passe, c'est que sinon, on sait qu'on va devoir partir à l'âge de la retraite plus tard. Je rappelle qu'un Édouard Philippe propose qu'on parte à la retraite à 67 ans, et 67 ans, c'est pour beaucoup de personnes, c'est un âge où on n'est plus en bonne santé. Je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé en France, ou même l'espérance de vie tout court, elle n'est pas la même selon si vous êtes ouvrier ou si vous êtes cadre. Moi, j'ai la chance d'être prof. J'ai bien conscience, j'ai la chance, quand je dis ça, c'est pas un métier facile tous les jours, mais j'ai bien conscience que j'ai un métier qui est bien moins éreintant que, par exemple, pour prendre un exemple qui est toujours caricaturé, qu'un cheminot, on dit toujours c'est un privilégié, un cheminot, aller travailler la nuit, aller travailler sur des horaires décalés, toutes les études le montrent, vous perdez beaucoup d'espérance de vie. Donc voilà, là-dessus, pour finir, c'est vrai que les Gilets jaunes, pour moi, ont été un moment où le rouleau compresseur Macron a dû s'arrêter et où ils ont sérieusement flippé et où ils ont préféré lâcher du lest plutôt que de voir le risque, effectivement, d'une révolution, pour le dire comme ça. Au moins, oui, c'est vrai que voilà, quand on voit le verre un peu à moitié, à moitié rempli, ça fait plaisir aussi. Ouais. Mais j'insiste. On a tous besoin de victoires pour pouvoir continuer à lutter. Moi, ça fait 20 ans que je lutte. Je vois bien que, par exemple, des victoires comme le 29 mai 2005, où on gagne le référendum pour lequel on s'était mobilisé, ça fait du bien. Et il faut bien comprendre que nos adversaires, ils le comprennent bien, ça. Et donc, ils ne vont pas nous donner des victoires. Mais par contre, des victoires, elles ont quand même été obtenues là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de choses que Macron a lâchées qu'il n'aurait pas lâchées. Alors évidemment, ce n'était pas ça qui était au cœur des revendications, bien sûr, hein. Mais j'insiste là-dessus, il faut être fier de ce qui a été fait et il faut voir aussi que parfois, une victoire, c'est simplement éviter un nouveau recul. Malheureusement, on en est là dans le rapport de force. Mais c'est déjà mieux que rien. En quelques mots, en quelques phrases, comment tu imagines, comment tu vois la démocratie idéale? Existe-t-elle et comment toi tu la vois? Bon, moi, je suis pas un théoricien de la démocratie idéale, mais j'aimerais juste vous faire réfléchir sur une chose, c'est que euh, dans élection, il y a éliguéré, éliguéré, c'est élite. Les élections ont été pensées quand on est passé de l'ancien régime à un régime dit démocratique. Les élections, elles ont été pensées dès le début comme un moyen de faire en sorte que ce soit les élites qui ne soient plus nommées, cooptées par d'autres élites, mais qui soient élues par la population. Et j'aimerais vous faire réfléchir là-dessus. C'est qu'en fait, finalement, un système électoral, surtout avec notre système de la Ve République, où on élit un président, en réalité, il ne faut pas s'étonner que les personnes qu'on élise, ce ne soient pas des personnes représentatives de la population. Parce qu'on ne vous demande pas d'élire quelqu'un qui serait un des vôtres. On vous demande d'élire celui qui serait le plus compétent, le meilleur, le plus. Bon, moi, je pense que en fait, c'est quand vous voyez qui on élit, en réalité, c'est pas parce qu'ils sont bardés de diplômes que nécessairement ils sont plus compétents. Eux, ils sont plus compétents pour maintenir le système en place. Alors, je dis pas qu'il faut se passer des élections, hein, mais en tout cas, la démocratie ne saurait se réduire aux élections. Et on va dire de manière simple, une démocratie, la vitalité de la démocratie, ça se mesure aussi à la vitalité des mouvements sociaux. Comme Raffarin disait, c'est pas la rue qui gouverne, ouais, c'est peut-être pas la rue qui gouverne, mais enfin, la rue est est un aiguillon important dans une démocratie, et on a besoin de mouvements sociaux forts, et c'est pas pour rien que l'État met autant d'énergie à réprimer la contestation. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, vous l'avez particulièrement expérimenté, mais malheureusement, on le voit que c'est de plus en plus, ça s'applique à toutes les mobilisations. Le pouvoir fait tout ce qui est dans son pouvoir. Et là, pour le coup, quoi qu'il en coûte, parce que ça coûte du fric, pour que les gens soient dissuadés d'aller manifester. Et là, c'est un tournant quand même important qu'on avait commencé à voir avec la loi de travail sous Valls, mais qui est
qui a pris une nouvelle dimension, c'est que de plus en plus, on a une police qui est clairement plus là pour encadrer les manifestations, mais pour faire en sorte que les gens qui viennent eh bien, ne reviennent pas la fois suivante parce qu'ils ont peur de perdre un œil, de se retrouver nassés pendant 2 heures noyés sous les lacrymogènes, ou même de finir avec une garde à vue, voire un procès pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, quoi. Et c'est vrai que les Gilets jaunes ont payé un lourd tribut là-dessus, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être très vigilant. Le droit de manifester, c'est fondamental, et dans une démocratie, c'est aussi ce qui permet de faire un rapport de force et empêcher les gouvernements de prendre des mesures que la population ne souhaite pas. D'accord. Merci pour ton petit mot sur la démocratie. Est-ce qu'il y a un mot de la fin de la part de Gaël avant d'y aller? Euh, Oui, concernant les Gilets jaunes, je retiens qu'on peut être fier du mouvement et que on a au moins réussi à arrêter le rouleau compresseur Macron. Et dernièrement, on sent un petit prémisse d'un retour. On va voir ce que ça donne, mais j'ai envie de dire du coup qu'on est toujours là pour cette justice sociale, qu'on est toujours là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette conclusion pleine d'espoir. Raphaël, on te remercie beaucoup pour ta venue chez de CDR. On mettra tous les liens d'attaque, page Facebook, site internet, l'Observatoire de la justice sociale et fiscale dans la description de la vidéo. Et on te souhaite bonne continuation et on se recroisera sûrement. Merci et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au Au revoir. revoir.